Dans cette séquence consacrée aux molécules, nous allons étudier la géométrie de celles-ci, puis leur polarité et finir sur les liaisons intermoléculaires. Alors, étudions tout d'abord le cas du méthane. Donc le méthane, formule brute CH4, voici sa formule de Lewis. Mais si on regarde un modèle moléculaire de cette molécule, qu'il s'agisse d'un modèle moléculaire éclaté ou bien compact comme celui-ci, on s'aperçoit que cette molécule n'est pas une molécule plane. Alors tout simplement, on a une forme qui permet aux atomes d'hydrogène d'occuper le maximum d'espace. Et cette condition va être réunie lorsqu'on a une forme tétraédrique. Donc la molécule de méthane est tétraédrique. Alors la molécule d'ammoniac NH3, pour expliquer sa structure, il va falloir faire appel au modèle de Lewis. En effet, dans celui-ci, on rappelle qu'il y a un doublet non liant sur l'atome d'azote. Alors voici ce doublet non liant. Et si on considère ce doublet non liant ainsi que les trois autres doublets liants entre l'azote et les atomes d'hydrogène, on remarque que l'on a à nouveau une structure tétraédrique, donc qui permet d'avoir le maximum d'espace au niveau de chaque doublet des quatre doublets. Donc c'est la raison pour laquelle la molécule d'ammoniac est une molécule pyramidale. Enfin, la molécule d'eau n'est pas une molécule linéaire, comme vous le savez, c'est une molécule coudée. Alors encore une fois, on pourra interpréter ceci en regardant la formule de Lewis de la molécule d'eau, sur laquelle vous avez deux doublets non liants sur l'atome d'oxygène. Alors encore une fois, ces deux doublets non liants plus les deux doublets liants donc entre l'oxygène et les atomes d'hydrogène forment une structure tétraédrique. Et donc c'est la raison pour laquelle on a bien une molécule d'eau qui est coudée. Et donc on peut représenter, pour le rappeler parfois, le modèle de Lewis ici, comme ceci, en indiquant bien le coude entre les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Alors, quand un atome de carbone n'est lié qu'à trois atomes, alors bien sûr, ici, il va faire une double liaison, car il ne faut pas oublier que l'atome de carbone est tétravalent. Les trois atomes auront le maximum d'espace dans une structure triangulaire, donc une structure qui est plane. Pour le dioxyde de carbone, CO2, l'atome de carbone n'est lié qu'à deux autres atomes et les deux atomes d'oxygène ici auront le maximum d'espace si ces deux atomes d'oxygène sont opposés l'un à l'autre par rapport à l'atome de carbone, c'est-à-dire que nous aurons une molécule de type linéaire. Afin d'étudier la polarité des molécules, nous devons au préalable définir l'électronégativité. L'électronégativité, notez que si, caractérise la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison qu'il fait avec un autre atome. Alors prenons l'exemple de la molécule de fluorure d'hydrogène, HF. Si on regarde dans des tables, on s'apercevrait que l'électronégativité du fluor est plus élevée que celle de l'hydrogène, ce qui veut dire que le fluor a une tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison. Et comme les électrons sont négatifs, ceci va créer un déséquilibre au niveau des charges électriques au sein de la molécule, avec un côté négatif du côté du fluor que l'on va noter delta-, et un côté positif au niveau de l'atome d'hydrogène que l'on note delta+. L'électronégativité d'un élément varie. Alors le moins électronégatif, c'est le francium, et le plus électronégatif, c'est le fluor. Et de façon générale, il faut savoir que l'électronégativité va augmenter lorsqu'on va se déplacer ainsi au niveau de la classification périodique des éléments. Quels critères pour savoir si une liaison est polaire ou apolaire? Eh bien, il suffit de regarder la différence d'électronégativité entre les deux atomes liés. Si celle-ci excède 0,4 à 0,5, on peut en déduire que la liaison est polaire. Alors par exemple, on va s'intéresser à différentes liaisons de l'hydrogène dont l'électronégativité vaut 2,2 avec d'autres atomes, tout d'abord avec le chlore.
Le chlore qui a une électronégativité de 3,2, donc une différence d'électronégativité de 1 en faveur du chlore, ce qui veut dire qu'on aura une liaison polarisée, delta- sur le chlore, delta+ sur l'hydrogène. Dans le cas de la liaison oxygène-hydrogène, on a une différence d'électronégativité qui vaut 1,2. Donc ici également, on aura une liaison très polarisée avec delta- sur l'oxygène, delta+ sur l'hydrogène. Par contre, la liaison carbone-hydrogène ne sera pas polaire. En effet, la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone ne vaut que 0,3 et qui est inférieure donc au minimum requis qui est aux alentours de 0,4, 0,5. Donc dans ce cas-là, nous avons affaire à une liaison qualifiée de apolaire. Alors, pour savoir si une molécule est polaire ou apolaire, il faudra deux conditions réunies pour qu'elle soit polaire. Tout d'abord, il faudra que cette molécule contienne des liaisons polarisées et d'autre part, il faudra que le centre des charges partielles positives que l'on va noter G+, ne soit pas confondu avec le centre des charges négatives que l'on va appeler G-. Prenons le cas de la molécule d'eau. Donc nous avons vu que les liaisons oxygène-hydrogène étaient polarisées car la différence d'électronégativité valait 1,2. Donc nous avons 2 delta- sur l'oxygène et 1 delta+ sur chaque atome d'hydrogène. Le centre des charges négatives est bien entendu au niveau de l'atome d'oxygène et le centre des charges positives va être ici entre les deux atomes d'hydrogène. Donc on voit que ces deux centres ne sont pas confondus, la molécule d'eau est donc polaire. Deuxième exemple, la molécule de dioxyde de carbone. Alors dans le cas de la liaison carbone-oxygène, nous avons une différence d'électronégativité qui vaut 0,9, donc nous avons des liaisons polaires. Mais cette fois-ci, si on regarde le centre des charges positives, il va être sur l'atome de carbone et le centre des charges négatives, il va être au milieu des atomes d'oxygène, c'est-à-dire également au niveau du centre de l'atome de carbone. Ces deux centres, G+ et G- sont confondus dans la molécule de dioxyde de carbone. C'est la raison pour laquelle la molécule de dioxyde de carbone est apolaire. Nous allons nous intéresser maintenant aux composés moléculaires et à leur cohésion. Alors par exemple le composé ICl. Alors ICl est une molécule qui est polaire puisque l'électronégativité du chlore est plus élevée que celle de l'iode, donc on a delta- côté du chlore. Et si on regarde un cristal de ce composé, on va s'apercevoir que les molécules sont disposées d'une certaine façon pour permettre ici des interactions attractives entre le côté négatif, donc l'atome de chlore, et le côté positif, l'atome d'iode. Donc ces interactions sont attractives et on appelle ça des interactions de type Van der Waals. Dans la molécule de d'iode, ça va être un petit peu différent puisque la molécule de d'iode est une molécule apolaire puisque la différence d'électronégativité entre deux atomes d'iode vaut 0. Donc voici un cristal de d'iode. Et ce qui peut se passer, c'est que les électrons au sein d'une molécule sont toujours en mouvement. Et à un moment donné, on peut avoir un déséquilibre au sein d'une molécule avec un côté ici delta- et l'autre delta+. Et ceci va induire de proche en proche un déséquilibre dans les molécules voisines. En effet, ce côté delta+ va attirer les électrons de la molécule d'à côté. Voilà, donc on va avoir la molécule d'à côté qui va se retrouver delta-, et ainsi on va avoir naissance d'interactions de type Van der Waals, bien que la molécule de départ I2 soit apolaire. Dernier cas d'interaction intermoléculaire, ce sont les liaisons hydrogène. Alors pour rappel, la molécule d'eau est une molécule polaire, delta-, delta+ sur les atomes d'hydrogène. Donc encore une fois, nous aurons des interactions entre le côté positif d'une molécule et le côté négatif de molécules voisines. Mais ces liaisons hydrogènes ont une caractéristique, c'est d'être beaucoup plus fortes que les liaisons Van der Waals précédentes. Alors, quand est-ce qu'il y a liaison hydrogène? Nous allons le voir. Donc ici, nous avons des molécules d'eau polaires
Et voici donc les liaisons hydrogène, donc des liaisons intermoléculaires entre molécules qui sont représentées. Donc dans la pratique, il faudra savoir que pour que les liaisons hydrogène puissent exister, il faut que l'atome d'hydrogène soit lié à un atome très électronégatif et qui porte au moins un doublet non liant. Donc dans la pratique, ça marchera si l'azote est lié à l'oxygène, au fluor ou à l'azote. Alors regardons ici. Donc nous avons un atome d'azote lié à un atome de fluor et on voit qu'il peut exister ici entre le doublet non liant de l'atome de fluor d'une molécule voisine et l'atome d'hydrogène, une liaison hydrogène. Alors ces liaisons hydrogènes ont la particularité de modifier par exemple les températures d'ébullition de différents composés. Si on regarde ici, nous avons un graphique qui donne la température d'ébullition des composés de type H2X en fonction de la masse moléculaire. Donc si nous prenons H2S ou H2SE, H2TE, on voit que les températures d'ébullition sont très faibles et qu'elles augmentent avec la masse moléculaire, sauf pour l'eau, donc qui se trouve nettement au-dessus. Alors pourquoi l'eau possède-t-elle une température d'ébullition extrêmement ou anormalement élevée? Eh bien tout simplement parce qu'il existe des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. Et quand on veut faire bouillir l'eau, on veut qu'elle passe à l'état gazeux, c'est-à-dire en gros séparer les molécules les unes des autres, et il faudra pour y arriver à casser ces liaisons intermoléculaires que sont les liaisons hydrogènes, et comme ce sont des liaisons qui sont très fortes, il faudra fournir beaucoup d'énergie et chauffer beaucoup. Alors, autre caractère important sur la polarité des molécules, ça va être la notion de solubilité, de miscibilité. Et il faut savoir que de façon générale, un solide ionique va être soluble dans les solvants polaires, comme l'eau, et plutôt insoluble dans les solvants apolaires, comme le cyclohexane. En effet, le cyclohexane est constitué uniquement de liaisons carbone-hydrogène, liaison apolaire, comme nous l'avons vu, donc le cyclohexane est un solvant apolaire. De même, un solide moléculaire est en général soluble dans un solvant qui a une polarité proche de ce solide moléculaire. Par exemple, le diode, qui est apolaire, va être très soluble dans le cyclohexane, qui est également apolaire. Et enfin, pour finir, il faut savoir que deux liquides sont en général miscibles si leur polarité est proche. Et tout ceci permettra donc d'avoir beaucoup d'applications, notamment sur les savons, comme nous verrons, ou l'extraction par solvant.